Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. La routine du matin, c'est souvent un moment un petit peu compliqué à gérer avec ses enfants, et encore plus quand on en a plusieurs. Et pour être honnête, les conseils qu'on nous donne sont souvent pleins de bonnes intentions, c'est vrai, mais assez irréalistes. Par exemple, mais tu devrais te lever plus tôt. Oh bah oui, bien sûr, déjà que je manque de sommeil, c'est la solution. Ou alors, mais pourquoi est-ce que tu prépares pas tout la veille ? Eh bien, tout simplement parce qu'à 22h, après une journée épuisante, franchement, je meurs d'envie d'aller mettre la table du petit déjeuner. Ou alors, mais pourquoi tu commencerais pas par prendre un peu de temps pour toi avant d'aller réveiller les enfants ? Bah évidemment, j'ai qu'à me réveiller à 5h du mat pour méditer. Après ça, je serai en pleine forme. Donc franchement, rassurez-vous, je suis moi-même maman de 5 enfants, je sais ce que c'est. Et les conseils et les astuces que je voudrais partager avec vous aujourd'hui sont beaucoup plus réalistes que ça. Alors je vous invite à découvrir avec moi 3 grands conseils, on va dire, avec un 4e que j'aime un petit peu moins, mais 3 conseils qui m'ont énormément aidé de façon concrète et réelle pour reprendre en main votre routine du matin sans vous épuiser et dans la bonne humeur. Vous savez, j'ai fait le compte et ce fameux argument de se lever plus tôt, ça n'est pas possible. En fait, le souci n'est pas de se lever plus tôt. Vous voyez, moi j'ai 5 enfants et si je devais tout faire pour eux, à leur place, par exemple les habiller et leur préparer le petit déjeuner pour les plus jeunes, ou alors les coiffer ou leur dire ce qu'ils doivent prendre comme affaire pour les plus grands, eh bien j'en aurais pour 20 à 30 minutes supplémentaires par enfant. Et à ce compte-là, j'ai fait le calcul. Eh bien, pour les emmener, comme je le faisais l'année dernière, tous les matins chez l'assistante maternelle et à l'école, il aurait fallu que je me lève à 5 heures. Alors merci, mais non merci. Et ça tombe bien, en fait, les enfants aiment faire les choses par eux-mêmes. C'est d'ailleurs tout le cœur du domaine de la vie pratique Montessori. C'est ce qu'on travaille en vie pratique Montessori. On aide les enfants à devenir un peu plus indépendants et à faire les choses en autonomie. Et je le répète souvent, il ne s'agit absolument pas de se débarrasser de nos enfants, de ne plus rien avoir à faire avec eux, mais plutôt de ne rien faire ou d'en faire moins pour eux ou à leur place, pour justement faire davantage de choses avec eux, passer de bons moments avec eux, mais arrêter de faire les choses pour eux. Isabelle Filiosa, je trouve, le dit très bien, lorsqu'elle dit « Quand les parents font à sa place, par manque de temps, par impatience, pour se simplifier la vie ou pire, par mépris pour les capacités de l'enfant, celui-ci n'a pas l'occasion de sentir par lui-même ce dont il est capable. » Et j'apprécie qu'Isabelle Filiosa comprenne les raisons qui sont généralement celles des parents. Ça n'est pas qu'ils ont de mauvaises intentions quand ils font à la place des enfants. C'est qu'on n'a pas le temps. C'est qu'il faut se dépêcher, c'est qu'on n'en peut plus et qu'il faut simplifier les choses. Et parfois, alors elle dit que c'est pire, mais parfois simplement parce qu'on n'est pas conscient de tout ce dont l'enfant est capable. Et je voudrais partager aussi avec vous cette citation de Chantal Delsol, qui est une philosophe et membre de l'Académie des sciences morales et politiques, quelqu'un dont j'admire la pensée et la réflexion, et qui dit que priver un individu de l'acte qu'il pourrait accomplir, c'est donc le diminuer. Et donc, en faisant à la place de l'enfant, nous le diminuons. Nous lui retirons en dignité. Et tout le cœur de ce que je vais vous proposer là, pour fluidifier un peu la routine du matin, c'est de ne plus faire à la place de l'enfant. Bref, d'abandonner le « laisse, je vais faire » ou « laisse tomber, je m'en occupe » et adopter la devise des enfants montessoriens entre 3 et 6 ans, aide-moi à faire seul. Et en fait, cette devise, évidemment, elle s'applique aussi plus largement, pas seulement aux enfants entre 3 et 6 ans. Alors voilà les
3 grands principes, 3 grandes idées que je vous propose pour reprendre en main votre routine du matin. Et puis je vous donnerai aussi d'autres conseils beaucoup plus concrets dans les podcasts à suivre. La première grande idée, c'est ce que j'appelle personnellement le processus montessorien. La façon de régler des problèmes dans la pédagogie, dans l'approche Montessori. Et ce processus, il est très simple. Premièrement, on observe et on note. On observe de façon objective. Deuxièmement, on repère les points d'achoppement, les difficultés, les obstacles. Troisièmement, pour chaque point, on essaie de trouver une solution. Quatrièmement, on prévoit un temps d'entraînement. Ça, c'est souvent une étape qu'on oublie. Et cinquièmement, on ne se presse pas. On accepte de laisser du temps au temps. Et puis on recommence tout. C'est-à-dire que l'on va à nouveau observer pour voir si ce qu'on a mis en place porte du fruit. On va à nouveau repérer les difficultés, rechercher une solution pour chaque difficulté, prévoir un temps d'entraînement et prendre le temps. C'est ce qu'on appelle un processus itératif. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on progresse un petit peu davantage. Ça n'a pas forcément à être révolutionnaire du premier coup, même si parfois ça l'est. Mais même si on progresse de 5% à chaque fois, très vite, les progrès sont mesurables dans notre vie quotidienne. Donc ce processus montessorien, vous pouvez l'appliquer à votre routine du matin. Un matin, vous essayez de garder un papier, un crayon, et vous observez. Évidemment, il faut quand même faire sa routine du matin en même temps, s'habiller, aider les enfants, etc. Et en même temps, vous notez ce qui se passe, combien de temps peut-être on passe sur chaque chose, et vous repérez ce qui pose problème. Par exemple, non, j'ai pas envie de mettre ce t-shirt. Ah, mais pourquoi j'ai jamais de vêtements propres? Non, j'ai pas envie de céréales aujourd'hui, je voudrais du pain. On note tout ça. Et puis on note l'enfant qui met 10 minutes à faire ses lacets. On note absolument toutes les difficultés. Et plus tard, évidemment pas le matin même, mais peut-être le soir ou le week-end, vous pouvez reprendre votre feuille et vous dire, voilà, quels sont les moments clés qui posent problème. Et en commençant peut-être par le moment qui a été le plus compliqué et commencer par résoudre ce moment-là. Et donc par exemple, si c'est mon enfant qui a du mal à faire ses lacets, comment est-ce que je peux l'aider? Et là, il y a plein de façons, il y a plein de solutions possibles. Mais une fois que vous serez posé au calme, en ayant identifié le problème, très souvent les solutions seront beaucoup plus faciles à trouver pour vous. Et si vous avez du mal à en trouver, comme je vous le disais, j'ai plein d'outils concrets à partager avec vous dans des épisodes qui viennent. Parce que sinon cet épisode sur la routine du matin aurait été beaucoup trop long, il aurait duré 2 heures. Et donc j'ai préféré le découper en plus petits épisodes et donc je vous donnerai des astuces concrètes dans les 3 jours qui viennent. Mercredi, jeudi et vendredi, pour aider votre enfant spécifiquement à s'habiller, à prendre son petit déjeuner plus rapidement et puis à se préparer juste avant de partir et à partir plus rapidement le matin. Donc une fois que vous avez trouvé une solution, vous avez choisi une solution, par exemple pour les chaussures à lacets, vous avez la solution de les remplacer par des chaussures à scratch ou de faire en sorte que votre enfant puisse s'entraîner avec un cadre d'habillage où il apprendra à faire des nœuds de chaussures et pourra s'entraîner pour être plus rapide. Ou alors d'anticiper que pour cet enfant-là, il faut le prévenir peut-être un quart d'heure avant l'heure du départ pour qu'il ait le temps sans se presser de faire ses lacets de chaussures. Donc peut-être que cet enfant-là, il faudra le prévenir un quart d'heure avant et que vous-même ou les autres, vous n'aurez besoin de vous préparer que 5 minutes avant le départ. Peu importe la solution que vous aurez choisie, ensuite il faut prévoir un temps d'entraînement ou un temps d'explication. C'est-à-dire que si vous avez prévu par exemple qu'il s'entraîne sur les cadres d'habillage, il faudra prévoir un moment où vraiment il peut s'entraîner sur le cadre d'habillage. Si vous avez prévu de le prévenir un peu plus tôt que ça va être l'heure du départ, vous allez lui dire, voilà, toi je vais te prévenir un petit peu plus tôt pour que tu aies le temps de faire tes lacets de chaussures. Donc ne te tracasse pas si les autres ne sont pas en train de se préparer, c'est normal, c'est pour que toi tu aies davantage de temps. Et puis enfin, dernière étape, laisser du temps au temps, ne pas se presser et voir comment les choses évoluent. Et à partir de là, vous pourrez réobserver et recommencer tout le processus. Vraiment, ce processus montessorien, je l'aime beaucoup parce que, en fait, c'est un processus scientifique. C'est le processus même de l'observation scientifique et de l'analyse scientifique derrière.
Et Maria Montessori était une grande scientifique. Et c'est pour ça que ce processus fonctionne si bien. Et c'est pour ça qu'il lui a permis de faire des découvertes fascinantes sur les enfants. Et vous pouvez vous aussi du coup faire des découvertes sur ce qui pose problème dans votre vie quotidienne et trouver de meilleures solutions. Deuxième grande idée et grande suggestion que je vous propose, c'est d'améliorer la gestion du temps. Et pour ça, il faut savoir que les enfants mettent énormément de temps à construire leur vision du temps. On le sait bien, nous-mêmes adultes, mettez-moi devant une série Netflix et j'aurai l'impression qu'un épisode de 40 minutes en aura duré 10. Mettez-moi devant ma feuille de compta, faire le récapitulatif de mes factures, etc. Et étonnamment, 10 minutes passées sur ma compta me sembleront durer 2 heures. Bon, je pense que c'est pareil pour vous. On a tous comme ça des choses que nous n'aimons pas. Et le temps semble ralentir lorsqu'on les fait. Et des choses que nous aimons passionnément. Et le temps passe toujours beaucoup trop vite. Et c'est pareil pour les enfants. Donc comment voulez-vous qu'ils aient la notion de ce que représente 1 minute, 5 minutes, 10 minutes? C'est très très compliqué pour eux. Et lorsqu'ils sont jeunes, ils ont encore du mal à regarder l'heure, à lire l'heure sur une horloge normale ou sur une montre. Donc il est utile de trouver d'autres solutions. Donc pour les aider à gérer le temps et à accélérer leur processus, il y a 2 choses que je vous recommande. La première, c'est d'avoir une liste de tâches qui soit visuelle, parce qu'en général ils ne savent pas encore lire, on parle de petits enfants. Et ensuite, d'avoir une représentation du temps qui soit beaucoup plus concrète et visuelle pour eux. Donc la liste des tâches visuelles, c'est très simple. Vous pouvez acheter des petits supports tout faits qui vous évitent d'avoir à les fabriquer vous-même. Il y a un site que j'aime beaucoup qui s'appelle Ludocatix. Tous les liens dont je vais vous parler sont dans les notes de cet épisode, rassurez-vous. Et donc sur Ludocatix, vous trouvez comme ça, par exemple, une coccinelle avec des petits aimants et vous pouvez déplacer les aimants de la colonne à faire vers la colonne fait. Voilà, les enfants ont des représentations visuelles de ce qu'ils doivent faire et vous pouvez les mettre dans un certain ordre que vous aurez défini avec eux pour qu'ils sachent quoi faire, qu'ils n'aient pas sans arrêt à décider de la tâche suivante qu'ils vont faire. Et petit à petit, ça va se transformer en habitude, en routine. Et là, c'est la routine qui va parler. Ce sera évidemment beaucoup plus simple. Au-delà de ces matériels tout faits qui existent, vous pouvez évidemment fabriquer votre propre liste de tâches. Vous pouvez par exemple prendre des petites photos et les fixer avec des scratchs sur un petit tableau en 2 colonnes, à faire et déjà fait. Ou alors les mettre sur un fil pour que l'enfant puisse les faire glisser d'un côté à l'autre une fois qu'il les a réalisés. Donc ça va donner une structure à la routine du matin pour votre enfant qui ne saurait pas encore lire. Mais comme je vous le disais, la représentation du temps est encore très compliquée. Et donc pour l'aider, vous pouvez utiliser des minuteurs visuels, comme le Time Timer, qui est un minuteur très célèbre maintenant. Le Time Timer, ça ressemble à un minuteur classique, sauf que à une horloge classique, si vous voulez, sauf que le temps qu'il reste est en rouge et que petit à petit, l'aiguille se déplace et donc la plage rouge, qui est le temps qui nous reste pour faire ce qu'on a à faire, se réduit petit à petit. Le Time Timer, c'est donc un outil très pratique pour les enfants, mais il existe des applications qui sont gratuites sur les téléphones, Android ou iPhone. Je vous mets des liens là encore dans les notes de cet épisode, si vous voulez tout simplement avoir quelque chose comme ça sur votre téléphone ou sur une tablette qui pourra rester visible pour les enfants. Et donc vous pouvez leur dire, voilà, tu as 15 minutes pour finir ton petit déjeuner. Et hop, on met le Time Timer ou le minuteur visuel et l'enfant voit à tout moment combien de temps il lui reste de façon visuelle. Une autre solution, c'est d'adopter des sabliers de couleurs. Vous en trouvez chez Hoptoys ou chez Amazon, des sabliers qui ont chacun une durée prédéterminée, par exemple 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Et donc, voilà, on peut dire à l'enfant, voilà, il te reste 10 minutes pour t'habiller. Et hop, on retourne le sablier. Alors, ça n'est pas une solution miracle, hein. Parfois, les enfants se redonnent plus de temps en retournant le sablier ou traficotent les minuteurs. Mais l'idée n'est pas de tricher ou quoi que ce soit, c'est de faire comprendre à l'enfant que c'est une aide. Et que c'est pas parce qu'il joue avec le minuteur qu'il augmente le temps qu'il aura plus de temps. Vous allez quand même
revenir au bout des 10 minutes et vous vous attendez à ce qu'il soit habillé. Donc l'idée est vraiment de lui faire comprendre que c'est un support pour lui et pas une contrainte. Et puis troisième grande idée, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure lorsque je vous disais que la routine des tâches que les enfants vont accomplir le matin devrait dans l'idéal être choisie avec eux, en coopération avec eux et par eux. Et pour ça, je vous encourage à faire ce qu'on appelle un temps d'échange en famille. Alors j'y reviendrai sans doute un jour dans le podcast. Le temps d'échange en famille, c'est un merveilleux outil de discipline positive dans lequel on prend le temps de se reconnecter en famille, en commençant par un tour d'appréciation positive. Merci pour ça, merci pour ton sourire, merci d'avoir réagi comme ça à tel moment, merci pour ce geste que tu as eu envers ta sœur ou envers moi, ça m'a beaucoup touchée. On partage comme ça des appréciations positives les uns envers les autres. Et puis ensuite, on résout un problème, on cherche des solutions à un problème familial. Et ça peut être, comment est-ce qu'on s'organise le matin ? Est-ce qu'on prend le petit déjeuner avant ou après s'être habillé ? Qui se lève à quelle heure ? Qui a besoin d'un réveil ? Comment est-ce qu'on fait ? Et dans quel ordre est-ce qu'on va faire les choses ? Et même avec les plus jeunes, ils peuvent très vite comprendre des choses un peu logiques, comme le fait que ça ne sert à rien de se brosser les dents juste avant le petit déjeuner. On va attendre la fin du petit déjeuner pour se brosser les dents. Même chose, on va mettre ses chaussures après s'être habillé. Sinon, elles ne passeront pas par le pantalon. Etc., etc. Et puis, à la toute fin du temps d'échange en famille, on essaie de partager un moment de plaisir, un moment fun en famille, pour donner envie de recommencer ces temps d'échange en famille. Donc là, c'est juste un petit résumé rapide de cet outil, mais gardez simplement en tête que l'idée est de chercher des solutions ensemble, tous ensemble, en famille. Et pour vous dire à quel point cet outil est puissant et à quel point ça change les choses lorsque c'est l'enfant qui décide de ce qu'il va faire, je voudrais partager avec vous 3 exemples, 3 situations, 3 problématiques pour lesquelles ça nous a beaucoup aidé concernant la routine du matin. La première problématique, c'était que nous avons toujours d'ailleurs, une voiture à 7 places, puisque nous avons 5 enfants. Et donc il y a 3 rangées. La rangée de devant, la rangée du milieu et la rangée de derrière. Et il y avait des conflits entre nos enfants pour savoir qui allait au milieu et qui allait à l'arrière. Ils se disputaient tous une place en particulier. Et j'aurais pu imposer et leur dire bah voilà, ça va être un tel qui sera toujours à cette place-là. Ou alors, on va faire, il y en a 2 qui se disputaient cette place. Les semaines paires, ça va être un tel, les semaines impaires, ça va être l'autre. Et en faisant ça, je suis certaine qu'il y aurait encore eu des débats, des disputes et des crises. Et ce que j'ai fait, c'est que je leur ai demandé eux-mêmes de trouver une solution. Et ils se sont mis d'accord entre eux. Et leur système était assez malin, avec un système où chacun d'entre eux était à cette place qu'il voulait 3 jours par semaine. Alors, l'un des deux était 4 jours par semaine et l'autre 3 jours par semaine. Mais celui qui était 4 jours par semaine, il y a un jour où sa sœur n'avait pas de raison de prendre la voiture ce jour-là. Donc chacun avait 3 jours par semaine dans les jours partagés où ils étaient tous les deux dans la voiture. Et ils avaient décidé d'alterner. L'un d'entre eux avait le lundi, mercredi, vendredi, dimanche, et l'autre avait le mardi, jeudi et samedi. Et je leur ai proposé simplement d'échanger les rôles pour que tel jour, je puisse plus facilement lâcher en cours de route, c'est-à-dire simplement me garer sur le trottoir sans couper le moteur pour que ma fille puisse aller, je crois que c'était au solfège à l'époque. Et voilà, ils ont accepté cet aménagement et à partir de là, on avait un système qui fonctionnait, qui respectait les besoins de chacun. Moi, mon besoin de pouvoir déposer ma fille au vol sans avoir à sortir de la voiture, ouvrir le coffre, parce que c'est par le coffre que sortaient les enfants qui s'asseyaient à l'arrière. Et eux avaient un système qui était respectueux de leurs besoins, de leur envie, de leur souhait de s'asseoir à l'arrière. Autre exemple qui me rendait dingue, l'une de nos filles
avait pour manie de laisser traîner ses vêtements par terre dans la salle de bain. Donc on a réfléchi ensemble. J'ai demandé qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce qui t'aiderait à ne plus laisser traîner tes vêtements par terre dans la salle de bain? Parce que j'en ai marre de les ramasser à chaque fois. Et elle a réfléchi, elle a décidé de se créer des petites pancartes qu'elle a accrochées dans la salle de bain. Des petites pancartes où elle avait écrit au feutre noir « Ramasse tes vêtements !» point d'exclamation. Alors c'était un petit peu virulent, hein, mais c'était elle qui avait choisi cette formulation-là, plutôt que « pense à ramasser tes vêtements » ou quelque chose de plus gentil. Et elle a pris le temps donc de faire, on avait 2 salles de bain à ce moment-là, de faire 2 petites affiches, de les plastifier et de les accrocher dans chacune des salles de bain. Alors c'est sûr que ça lui a demandé des efforts et que c'est sans doute ça aussi qui l'a aidé à prendre conscience et à penser à ramasser ses vêtements. Mais nous n'avons plus jamais eu le souci depuis. Et quand je vous dis plus jamais, ça doit faire maintenant 5 ou 6 ans. Donc c'est pour vous dire à quel point ce type de solution peut être durable. Au pire, on n'a qu'à les adapter. Mais avec ce type de solutions qui sont trouvées par les enfants, les choses fonctionnent beaucoup mieux. Dernier exemple, plus récent, depuis que nous avons déménagé et que nous avons un peu plus d'animaux, eh bien, il faut évidemment s'en occuper de ces animaux. Donc même chose, nous aurions pu attribuer à chacun arbitrairement la responsabilité d'un animal ou de plusieurs animaux. Et nous n'avons pas souhaité fonctionner comme ça. Donc les enfants se sont répartis la responsabilité des animaux. L'une d'entre elles est responsable de la chienne, un autre est responsable de notre chat, un troisième est responsable c'est l'aîné, il est responsable des lapins et des cochons d'Inde. Ça va ensemble parce qu'ils sont ensemble dans le clapier, ils mangent du foin tous, donc voilà, ça c'est assez simple. Le petit dernier donne un coup de main à sa grande sœur qui s'occupe de la chienne. Il apprend comme ça, petit à petit, par l'exemple. Et il donne aussi un coup de main pour le chat ou les lapins quand il en a envie. Et puis, l'une de nos filles qui n'est avec nous que les week-ends et les vacances aide l'aîné pour les rongeurs, les lapins et les cochons d'Inde, en faisant un grand nettoyage du clapier avec lui. Eh bien, c'est une répartition qui fonctionne. Et si un jour ils veulent changer, ils pourront, on peut adapter ce système. Mais encore une fois, ça a été décidé tous ensemble. Et ça fait toute la différence. Et puis un petit bonus, une petite idée supplémentaire que je vous propose, qui m'a aidé à un certain moment de mon parcours de parent, mais dont j'essaie de m'éloigner le plus possible. C'est un outil qui est une bonne première étape, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là. Ce sont les conséquences logiques. Pour moi, les conséquences logiques, c'est un peu la transition qui va nous permettre de passer de la punition à la recherche de solutions. Donc évidemment, ce que je vous propose en priorité, c'est de rechercher des solutions lors d'un temps d'échange en famille. Mais si ça n'est pas possible, si c'est encore trop compliqué, si tout le monde n'a pas encore suffisamment développé ses compétences de recherche de solutions, parce que ça demande beaucoup de compétences, ça demande de l'écoute, de la communication, de la créativité, et ça demande de la responsabilité. Tout ça, c'est difficile, ça prend un peu de temps. Si c'est encore trop compliqué, ou que les solutions choisies ensemble ne sont pas appliquées, eh bien les conséquences logiques peuvent être un outil, au moins de façon temporaire, pour améliorer la situation et apaiser un petit peu nos routines du matin. L'idée de la conséquence logique, c'est qu'on ne va pas punir l'enfant, mais on va laisser s'exercer. Alors là, il ne s'agit même pas tellement d'une conséquence logique, mais on va même laisser s'exercer la conséquence naturelle des actes de l'enfant. Par exemple, eh bien, s'il n'est pas habillé au moment de partir, il va arriver à l'école en pyjama. S'il n'a pas pensé à prendre son sac de judo le matin, eh bien, il devra participer au cours de judo le soir sans kimono. Sans judogi. S'il a pris trop de temps pour s'habiller, qu'il n'y a plus de temps pour le petit déjeuner, eh bien, le petit déjeuner, ce sera un bout de pain dans la voiture ou sur le trajet sur le trottoir. Voilà, ça, ce sont des conséquences. Elles sont un petit peu à cheval entre les conséquences naturelles. Les conséquences naturelles, il n'y aurait vraiment aucune intervention de l'adulte. Et les conséquences logiques, où il y a une intervention de l'adulte. Donc là, par exemple, voilà, le petit déjeuner, c'est un bout de pain. Il y a une part d'intervention de l'adulte. Ça peut être un peu radical. Ça ne plaît pas à tout le monde, hein.
Et la frontière avec la punition est souvent un petit peu difficile, parce que si l'enfant se sent humilié, par exemple, si le fait d'arriver à l'école en pyjama, euh, s'il se couvre de ridicule, que d'autres enfants se moquent de lui, qu'il se sent humilié, il va percevoir ça comme une punition. En revanche, voilà, si c'est quelque chose qui ne le dérange pas plus que ça, il va quand même sentir qu'il n'est pas vraiment comme les autres et que ça serait bien de s'habiller un peu plus vite le lendemain. Donc il faut toujours faire la part des choses si ça peut humilier votre enfant, et ça c'est propre à chaque enfant. Certaines choses ne vont poser aucun problème à certains enfants et vont être profondément humiliantes pour d'autres. Donc c'est très personnel et ça dépend de votre enfant et de votre famille. S'il y a la moindre trace d'humiliation, ça devient une punition. Mais sinon, c'est simplement une conséquence. Et ça permet à l'enfant de se responsabiliser, de prendre conscience des conséquences de ses actes. Donc voilà ces 3 plus 1 grandes idées que je vous propose, suggestions que je vous propose, pour commencer à reprendre en main votre routine du matin. Je vous les récapitule. Premièrement, adopter le processus montessorien. J'observe, je repère les points d'achoppement, je trouve une solution pour chacun d'entre eux. Je prévois un temps d'entraînement et je laisse du temps au temps. Deuxièmement, apprendre à mieux gérer le temps grâce à des listes de tâches visuelles et des minuteurs visuels. Troisièmement, chercher des solutions tous ensemble lors de temps d'échange en famille pour permettre aux enfants de trouver leurs propres solutions. Et quatrièmement, adopter les conséquences naturelles ou logiques. Alors ça, c'était les grands principes. Dans les jours qui viennent, je vais vous proposer des mini-podcasts un petit peu plus courts avec des astuces concrètes pour aider votre enfant à s'habiller et à se préparer, pour l'aider à prendre son petit déjeuner de façon plus rapide et efficace, et puis pour partir de la maison plus vite. Je vous donne donc rendez-vous dès demain pour un petit épisode comme ceci, et ce mercredi, jeudi et vendredi. Avant de vous laisser, cependant, j'aimerais partager avec vous, puisqu'on est le jour de la Saint-Valentin, si vous écoutez cet épisode le jour où il sort, on est le jour de la Saint-Valentin, et je voudrais partager avec vous un très beau geste qu'ont eu mes neveux pour mon frère et ma belle-sœur. Alors là, c'était pour leur anniversaire de mariage, ce n'était pas pour la Saint-Valentin, mais c'est quelque chose que vous pourriez suggérer à vos grands-enfants aussi, pour un jour comme la Saint-Valentin ou votre anniversaire de mariage. Donc mes neveux ont préparé une magnifique table qu'ils ont sortie dehors dans le jardin. Alors là, 14 février, il fait peut-être un petit peu frais, ça dépend où vous habitez. Bon, eux, c'était pour leur anniversaire de mariage, donc il faisait un petit peu plus chaud. Et donc leurs enfants avaient sorti une très belle table dans le jardin, vraiment une table longue, une table salle à manger. Voilà, ils avaient dressé la table comme si on était dans Downton Abbey, vous voyez, avec mon frère et ma belle-sœur face à face, avec le service de mariage, avec l'argenterie, les jolis verres, des bougies, bien sûr, un candélabre au milieu, etc. Et il leur avait préparé un délicieux repas. Et puis évidemment, les enfants, eux, sont restés dans la maison tranquillement. Je pense qu'ils ont dû se regarder un film ou passer un moment à faire des jeux vidéo ensemble, en laissant leurs parents tranquilles savourer leur dîner. Et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire que voilà, vous pouvez négligemment laisser ce podcast allumé, repasser ces quelques minutes d'écoute dans la voiture, quand vous ramenez vos enfants, ou chez vous pendant que vos enfants sont à côté, histoire qu'ils entendent cette suggestion. Et donc, chers enfants, pensez à vos parents, peut-être que vous avez envie de les remercier de tout ce qu'ils font pour vous, et donc qui sait d'avoir une petite attention pour eux. Alors peut-être que c'est compliqué de dresser toute une table, de préparer un repas, etc., mais peut-être qu'un petit déjeuner au lit, ça serait déjà une première étape, un petit peu plus simple. Voilà, juste une suggestion en passant. Et tout ce dont on a parlé tourne beaucoup autour de l'autonomie des enfants, y compris cette idée de préparer un repas, de mettre la table, etc. pour ses parents. Et tout cela, comme je vous le disais, c'est le cœur de la vie pratique Montessori. Donc si vous voulez en savoir plus et développer cet aspect chez votre enfant, l'aider à grandir en autonomie et en indépendance, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir si ma formation Vie pratique Montessori, qui est une formation en ligne que vous pouvez suivre à votre rythme, ne serait pas ouverte en ce moment.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dès demain. Passez une excellente journée. Votre petite sourisette, Anne-Laure.